D'abord, Madame le Doyen, ma chère Chantal, ça me fait bien sûr plaisir de te voir parmi nous, chers collègues et chers collègues de l'université, chers étudiants, chères étudiantes, mesdames et messieurs, pour la plupart d'entre vous, chers habitués, parce que voilà, je vous retrouve chaque fois avec autant de plaisir, et donc je pense qu'on va créer une catégorie à part pour les habitués, c'est magnifique, mais il y a aussi des nouveaux qui sont bien sûr tout à fait les bienvenus. Chers amis, d'abord, merci bien sûr de votre présence nombreuse malgré les embarras de circulation qui font que peut-être encore aurons-nous d'autres personnes qui vont arriver parce qu'ils sont bloqués. À la fois, si vous venez de Fleurus comme moi, ben, c'est assez difficile. Et si vous venez de Mons, c'est encore pire. Donc voilà. On a attendu un peu, mais on ne peut pas trop se mettre en retard parce que vous savez que le timing est serré. Donc merci de votre présence nombreuse pour cette troisième conférence des invités de l'UMONS de l'année académique 2024-2025. C'est évidemment la dernière de l'année académique, mais ne vous en faites pas, on recommence en septembre pour l'autre année académique. Comme vous le voyez, ben, l'auditoire qui est le plus grand de ce bâtiment-ci, donc pas du maçonnerie qui est en face, nous en avons un plus grand, mais ici c'est notre plus grand auditoire, ben, il est rempli et par précaution on a mis quelque chose supplémentaire. Bien sûr, nous nous réjouissons de votre présence et nous vous remercions au nom de l'Université de Mons. Aujourd'hui, nous recevons Madame Aurélie Vachaudet sur le thème de la technologie de l'intelligence artificielle au service de l'expérience client. Voilà, qui s'annonce certainement prometteur pour beaucoup de personnes comme moi qui ne connaissent pas beaucoup grand-chose dans de l'intelligence artificielle. Client, ça je comprends. Et donc je vais essayer de me raccrocher, comme toujours, à ce qu'on comprend. Alors, commençons par présenter Madame Vachaudet. Angie, peux-tu nous dire qui est Aurélie Vachaudet? Certainement que tu peux le faire. Oui, certainement, je peux le faire. Donc déjà, bonsoir à toutes et à tous. Donc c'est avec un plaisir non dissimulé qu'aujourd'hui je vous présente Aurélie Vachaudet parce que j'ai un lien particulier avec notre oratrice de ce soir puisque j'ai la chance de superviser sa thèse de doctorat. Donc c'est une candidate oratrice que je connais particulièrement bien. Alors, je vais tâcher de vous la présenter. Et contrairement à Monsieur Pagano, qui se réjouit de présenter des orateurs en économie et en finances publiques, je me réjouis de vous présenter quelqu'un qui est plus dans mon domaine de prédilection, à savoir le marketing. Alors, Aurélie Vachaudet, elle est née à Saint-Guilain et elle est diplômée de plusieurs universités. Vous allez le voir quand je vais énoncer son parcours. Il n'est pas commun parce que Aurélie, elle ne s'arrête jamais. Chronologiquement, d'abord, à l'ULB, elle a obtenu un master en communication d'entreprise en 2006. Et puis, elle est passée par l'UMONS, elle avait déjà des accointances avec notre institution, pour faire un DES, donc c'est un diplôme d'études spécialisées en marketing international en 2007. Comme ce n'était pas suffisant, elle est partie ensuite à l'UCL, je pense qu'elle fait une étude de marché sur les différentes universités de Belgique, où elle a obtenu un master complémentaire en management et marketing en 2011, suivi, excusez du peu, d'un certificat d'université en marketing digital en 2016. Et comme on n'a jamais assez de cordes à son arc, elle s'est dit, je ferais bien le certificat qui m'aiderait à donner cours dans les études, dans le certificat d'aptitude pédagogique de l'enseignement supérieur en 2020. Comme je vous l'ai dit, elle ne s'arrête jamais. Et puis, il manquait évidemment cette fameuse corde à son arc, et donc elle s'apprête à l'obtenir, cette corde. Elle est revenue chez nous. Elle est actuellement doctorante. Elle a obtenu une bourse que l'on appelle chez nous 50-50 avec l'UMONS et Condorcet. Donc, elle travaille au service de marketing et communication de l'UMONS où je suis moi-même et où Madame le Doyen est chef de service. Elle étudie les facteurs qui influencent l'adoption d'outils d'intelligence artificielle dans les stratégies de marketing vocal en relation avec le comportement des consommateurs. Alors, à côté de ça, évidemment, elle aurait pu se contenter de ça, mais non. Elle a une expérience professionnelle assez diversifiée, puisqu'elle a d'abord été responsable de la communication digitale à la Haute École Condorcet
entre 2008 et 2018. Vous voyez qu'il y a souvent le mot digital dans chacun des diplômes qu'elle a obtenus, donc c'est vraiment une passion depuis toujours. Elle a parallèlement aussi créé sa propre entreprise dans le domaine de la consultance en marketing digital, en création de sites web. Et depuis 2018, elle est maître assistante à la Haute École Condorcet, où elle enseigne notamment, parmi d'autres, le marketing digital, l'e-communication et le marketing opérationnel. Elle est, nonobstant, également l'auteur de plusieurs articles scientifiques et de communication dans des colloques ou autres rencontres internationales. Elle a d'ailleurs, elle revient de Monaco, où j'ai eu le plaisir d'être avec elle, et elle a obtenu le prix du projet de recherche le plus prometteur. Donc, on voit que elle ne s'arrête pas en si bon chemin. Très bien. Alors, maintenant, de quoi va-t-elle nous parler? Ça, il vaut mieux que tu l'expliques plutôt que moi. Alors, ça sera mieux fait, voilà, c'est mieux que ce soit moi qui reprenne cette partie-là. Alors, c'est un sujet qui, même si on n'est pas friand de technologie, il est quand même sur toutes les lèvres, ce sujet, puisqu'on va parler d'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle, elle ne se limite pas à un domaine. On peut en parler dans l'enseignement, on peut en parler dans plein d'autres domaines. Et on va ici en parler plus particulièrement dans la façon dont elle est utilisée pour personnaliser les achats, de la réalité augmentée qui transforme aussi la manière dont on va voir, percevoir les produits, de ces fameux chatbots, vous savez, ces petites box dans lesquelles on écrit et qui nous donnent des réponses. Alors, est-ce que c'est un être humain derrière? Plus très souvent, mais il nous donne quand même des réponses à nos questions en un clin d'œil. Alors, elle va nous montrer comment l'analyse de nos données permet aussi aux entreprises de nous offrir des services sur mesure et comment aussi les technologies vont assurer une communication fluide et cohérente à travers tous les canaux. Mais je pense qu'elle en parlera nettement mieux que nous dans quelques instants. Eh bien, alors, nous allons immédiatement lui céder la parole et nous vous souhaitons une agréable soirée. Bon, je suis enseignante aussi, donc je peux me faire entendre, mais bon, pour tenir quand même la fin de semaine, je vais garder ma voix. Alors, merci à tous d'être venus. Je suis vraiment très, très heureuse. Je ne m'attendais pas à avoir un aussi large public, donc merci à tous. Aujourd'hui, donc, comme on l'a dit, on va parler des technologies au service de l'expérience client. Donc, je vais commencer par vous faire un petit aperçu de ce dont on va parler. Donc, comme un cours, je vais vous rappeler quand même le contexte, un minimum, de l'expérience de consommation, pourquoi on utilise en fait les technologies au service de l'expérience client. On abordera bien sûr l'IA à travers différents exemples concrets et la manière dont on utilise les technologies d'IA donc au service du client, c'est-à-dire nous tous. Alors, au départ, quand on achetait un produit, on l'achetait plutôt pour sa valeur utilitaire, donc pour son usage, ce à quoi il servait. Une voiture, ça permet d'aller d'un point A à un point B. Et puis, il y a eu une évolution progressive de cette vision de la consommation et on a dépassé en fait cette utilité pour arriver plus à une dimension affective dans la communication. C'est-à-dire que vu la concurrence, vu toutes les possibilités, le choix que l'on a au niveau de la consommation, eh bien, l'expérience est arrivée comme un élément de différenciation aussi. Et donc, on a intégré petit à petit une dimension affective dans la consommation. C'est-à-dire que on consomme pour être. En fait, la consommation, c'est devenu un vecteur de recherche identitaire. Et donc, ceci a fait une grosse différence avec ce qui se passait au préalable, où l'aspect fonctionnel, finalement, c'était acquis. L'objectif de l'expérience, c'est de créer en fait des moments qui soient mémorables, des moments uniques, un souvenir que l'on n'oublie pas, pour créer une relation avec la marque, un vrai engagement et qu'on puisse fidéliser en fait. C'est ça l'objectif, c'est de fidéliser le consommateur parce qu'il a un souvenir qui est vraiment très positif, on l'a marqué au travers de différentes émotions et on veut aussi augmenter le panier moyen quand on fait des achats. Et donc, c'est ce fameux concept de l'effet waouh, on veut vous impressionner.
On veut vous immerger dans votre acte d'achat. On veut vraiment que vous soyez absorbés. Donc, c'est ce qu'on appelle le concept du flow. Ça a été théorisé par un chercheur dont je suis incapable de prononcer le nom. Donc, vous m'excuserez. Donc, ce concept de flow, il nous dit quoi? Quand on est dans une tâche qui nous absorbe vraiment, on finit par en oublier la notion du temps. Et parfois, on peut avoir cette impression dans certains magasins, quand on se balade, on finit par tout oublier et puis se dire « Ah, mais ça fait déjà 1 heure que je suis dans ce magasin et voilà, je ne l'ai même pas remarqué. » Bon, moi, j'ai ça par exemple quand je vais chez Nature et Découverte. Je ne sais pas si vous voyez ce magasin, mais Nature et Découverte, c'est par excellence le magasin où on est vraiment absorbé par l'expérience. Il y a des senteurs. Donc, quand je dis expérience, ça t'appelle aux 5 sens. On peut toucher, on sent dans ce magasin, on voit de jolies choses. Donc, vous voyez un petit peu ce que je veux dire, cette idée d'absorption, comme on peut avoir dans un parc d'attractions également. Alors, ce marketing expérientiel, il va se déployer sur ce qu'on appelle le parcours du consommateur. Donc, le parcours du consommateur, ça va de la reconnaissance d'un besoin à l'achat et puis ensuite au post-achat. Donc, vous voyez, il y a différentes étapes qui sont décrites. Donc, on a l'anticipation. Quand on sait qu'on va acheter quelque chose, eh bien, on commence à faire des recherches. Si l'achat est plutôt engageant, donc s'il nécessite quand même des moyens ou du temps. Bon, bien sûr, si c'est un tube de dentifrice, le parcours, il est quand même raccourci, hein, bien évidemment. Mais pour des achats qui sont un petit peu plus importants, eh bien, on a une phase donc de reconnaissance de besoins. Puis ensuite, on va chercher différentes options. Par exemple, quand vous achetez une voiture, on n'achète pas une voiture généralement, hein, sauf si on a un problème avec sa voiture, mais on va mettre un petit peu plus de temps, on va sélectionner différentes options, on va revenir sur son choix plusieurs fois peut-être, et puis on va passer à l'achat, à l'utilisation, et il y aura cette phase de post-achat où peut-être on sera super content de poster la photo de sa nouvelle voiture sur les réseaux sociaux. Donc, le marketing automobile, par exemple, c'est un bon exemple vraiment de marketing expérientiel. Ça a énormément évolué. Maintenant, quand on achète une voiture, il n'est pas rare qu'on ait un petit nœud accroché sur notre voiture, qu'on nous propose même de faire une photo à partager directement sur les réseaux sociaux. À toutes ces étapes qui sont en fait soignées pour que vous soyez mis donc dans un petit cocon, vous voyez, dans cette immersion pour avoir vraiment des sentiments positifs à l'égard de la marque, pour qu'au final, on la recommande et voilà, quand vient l'heure de changer de voiture, qu'on rachète à nouveau dans cette marque. Alors, je vais vous donner des petits exemples. Donc, comment est-ce que les marques, elles vont pouvoir introduire l'expérience client au niveau donc de mon parcours du consommateur pour vraiment faire de chaque contact un moment qui soit vraiment mémorable? Eh bien, par exemple, dans notre phase de découverte de notre besoin, et donc quand on veut acheter quelque chose, on peut être soumis à des publicités, par exemple sur les réseaux sociaux, et des publicités qui seront interactives, sous forme de jeux, par exemple, ou des publicités qui nous permettent d'essayer virtuellement le produit pour nous convaincre. Donc ça, c'est au niveau de la phase de découverte. Donc l'objectif, c'est vraiment d'attirer notre attention, de susciter notre intérêt par rapport à un produit. Dans mon deuxième exemple, c'est la considération. Ça, c'est quand on est en train d'évaluer différentes possibilités de produits et qu'on doit faire un choix. Eh bien là, vous avez, dans les magasins, on organise par exemple des portes ouvertes. Si vous avez un choix à faire entre le châssis de la marque 1 ou le châssis de la marque 2, par exemple. Donc, vous pouvez aller aux portes ouvertes, recevoir des conseils personnalisés. Au niveau de l'achat, ce qui va permettre de créer des bonnes émotions, des émotions positives, c'est par exemple de passer à la caisse très rapidement et de ne pas devoir attendre pendant de longues minutes que une caisse se libère.
Vous avez aussi des petits conseils personnalisés qu'on peut recevoir lors de l'achat, par exemple pour l'utilisation de nos produits. Donc, le but, c'est toujours de satisfaire le consommateur aux différentes étapes. Ensuite, il y a la phase d'utilisation. Il y a des produits qui sont relativement simples. Bien évidemment, je prends toujours l'exemple du dentifrice ou d'un parfum. Vous n'avez pas besoin qu'on vous explique comment vous devez l'utiliser. Par contre, il y a d'autres produits pour lesquels vous avez besoin de ce volet plutôt éducatif. Vous avez besoin de recevoir des informations. Donc, ça peut être le cas quand on achète des produits qui sont aussi plus technologiques. Pour des véhicules aussi, maintenant, par exemple, si vous achetez un véhicule électrique, on vous explique tous les tenants, les aboutissants, comment ça fonctionne, pour être sûr que quand vous sortiez de la concession, eh bien, vous ayez toutes les clés, toutes les cartes en main, parce que maintenant, on n'a plus nécessairement de clés, en tout cas avec sa voiture. Mais donc, l'objectif, c'est de vous rassurer. Ensuite, vous avez, une fois que vous avez acheté, cette fameuse phase de fidélisation, où on veut que vous reveniez, parce qu'un client fidèle coûte beaucoup moins cher qu'un client à acquérir. Donc, si on doit à chaque fois repartir au début du processus, acquérir de nouveaux clients parce qu'on rate cette phase de fidélisation, on va vraiment se ruiner. Et donc, l'objectif, c'est d'encourager la fidélité, mais aussi la recommandation. Et pour ça, pour encourager les recommandations, c'est comme je vous l'expliquais, quand on achète sa voiture et qu'on fait la petite photo, qu'on vous envoie par mail pour être sûr que vous la postiez bien sur les réseaux sociaux, par exemple. Voilà, ça participe à cela. Et ça génère aussi un contact social parce qu'après, les personnes qui voient votre photo vont vous féliciter. « Ah, t'as acheté une nouvelle voiture, super !» Et donc, en même temps, ça flatte un petit peu l'ego aussi à ce niveau-là. Donc, l'objectif de toutes ces petites actions, vous l'avez compris, c'est d'assurer la satisfaction du consommateur et transformer, dans le meilleur des cas, nos clients en ambassadeurs. Donc ça, c'est l'objectif ultime. Il n'y a pas de meilleur ambassadeur que son client. Alors, pour faire tout ça, le marketing expérientiel, il va se baser sur 3 dimensions. Le décor. Donc ça, c'est généralement l'ambiance du point de vente. On pourrait aussi parler de l'ambiance du site web, même si c'est beaucoup plus compliqué de faire passer des émotions à travers un site internet. L'histoire qu'on nous raconte quand on est dans le magasin et les actions qui sont proposées aux clients. Alors, là, je vais vous parler des magasins de marque parce que on peut aller dans un magasin de marque classique, mais généralement, dans les grandes villes, on trouve des magasins plus particuliers qui permettent de vivre une expérience autour de la marque, pas juste d'acheter son produit et de sortir. Donc, ça permet vraiment de s'immerger dans l'univers de la marque, comme je vais vous le montrer à travers l'exemple de la Nike House of Innovation à New York. Vous avez aussi Nike House of Innovation, Nike Town à Londres. Et donc, c'est un énorme immeuble de 5 étages où vous avez la possibilité de faire personnaliser vos baskets. Bon, ça, Kickers le faisait déjà depuis très longtemps. On a toujours pu acheter des Kickers personnalisés. Mais ici, vous avez possibilité de vivre cette expérience, de vraiment développer une relation avec la marque. Vous avez chez M&M's, vous pouvez aussi faire mettre vos informations, tout ce que vous voulez sur les petits M&M's. D'ailleurs, maintenant, on voit beaucoup, par exemple, quand il y a des baptêmes, on reçoit énormément de petits objets comme ça. Ici, je vous montre l'exemple, puisque avec Engie, on aime bien le luxe, en tout cas à étudier. L'exemple de Louis Vuitton. Donc, Louis Vuitton, la célèbre marque française qui est réputée vraiment pour la qualité de ses magasins. Ici, c'est un magasin qui se trouve au Japon, qui a été rénové récemment, et le thème, c'est vraiment la mer. Donc, si vous le regardez en fonction de la luminosité, en fonction du moment où vous allez, eh bien, le bâtiment reflète différemment. C'est vraiment magnifique. Et l'intérieur l'est tout autant. Donc, le thème de la mer, on va retrouver des choses qui n'ont rien à voir avec des sacs ou des ceintures. On est d'accord, des méduses, pourquoi pas, c'est un choix.
Donc le thème de la mer est complètement assumé. Regardez l'intérieur. Donc tout est fait pour être mis vraiment dans ce cocon, s'immerger. Et en fait, le décor prend aussi un peu la place des produits, finalement, parce qu'on vient chez Louis Vuitton, oui, peut-être, pour s'acheter un sac ou des ceintures, mais aussi pour voir le bâtiment, pour voir la beauté de ce magasin. Donc là, vous voyez, il y a énormément d'espace. C'est quand même assez épuré au niveau des produits. On n'est pas dans un magasin du tout classique. Et même les vêtements qui sont présentés sont des vêtements plutôt couleur marine, finalement. Donc, on reste vraiment dans tout ce thème. Donc, ça, ce sont les magasins vraiment de marque qui permettent donc une immersion et qu'on retrouve en général dans les plus grandes villes. Deuxième façon de s'immerger au cœur de la marque, ce sont les usines de marque, qui sont un peu comme des Disneyland de la marque. Donc là, je prends l'exemple d'Heineken. Je ne sais pas si vous avez déjà été à Amsterdam, si vous avez déjà eu l'occasion d'aller chez Heineken. En fait, on rentre chez Heineken pour découvrir la marque, mais aussi pour passer du temps. C'est peut-être une marque qu'on ne connaît pas. Et puis finalement, même si on ne la connaît pas, à force de vivre cette expérience, d'en apprendre plus sur elle, on pourrait tenter d'acheter la marque plus facilement. Un autre exemple, en Allemagne, c'est le parc à thème VW, qui se trouve en fait dans le parc de l'usine. Là, j'ai une petite vidéo. Attention, c'est la première vidéo que je vais montrer, donc j'espère qu'elle va bien fonctionner. Today, we have a very special treat. We're here in Wolfsburg, Germany at the Autostadt. This is the largest automotive museum pretty well in the world. But there's a lot more to the Autostadt than just the museum. First, the Autostadt is located within the Volkswagen factory property, which is absolutely massive. The factory, the largest in Europe, is a full 2 kilometers long. It produces over 3,500 cars a day and employs more than 70,000 people in a city of only 120,000. Built in the year 2000, the Autostadt is a theme park for automotive enthusiasts. What's wild is, even though it's right outside the factory doors, the area really has a park-like setting with fruit trees, outdoor exhibits like this scent tunnel, interesting wildlife, and even a lagoon for some peaceful water activities. The property spans 28 hectares, houses 12 restaurants, a Ritz-Carlton hotel, and 8 brand pavilions. I didn't have time to visit all of them, but here are just a few of them. These aren't just buildings with cars, but more artistic themed displays. The Autostadt isn't just for big people, but offers lots to do for people of all ages. Slide, anyone? There are floors of exhibits showcasing different building techniques. Also exhibits featuring technology and the future. Technicians of tomorrow and school groups can enroll in classes learning everything about the workings of an automobile in a dedicated workshop. Of course, the Autostadt is for all age groups, so even the smallest car fans get an early start on their driving journey. This is the Zeithaus, which translates to House of Time. The Autostadt isn't just for Volkswagen fans, it really is a celebration of everything that has to do with transportation. The museum houses hundreds of vehicles from over 50 different brands, a lot of them having a huge influence in the development of the automobile. The museum is always changing as many of the vintage vehicles are actually driven and take part of rallies and road trips.
On this visit, it wasn't even just about cars. The theme was scooters. And man, I had no idea some of these old and new versions of the scooter even existed. One thing you can't miss are the 2 delivery towers which hold 400 brand new cars each. Did you know that over 30% of all Volkswagens sold in Germany are actually delivered right here? The Autostadt is the world's largest new car delivery center. Cars continuously come fresh from the factory while others are plucked from their glass tower nesting spot. Je ne vais pas vous passer toute la vidéo qui dure un petit temps, mais en fait, vous comprenez bien que donc l'idée, c'est d'avoir quoi? L'usine Volkswagen qui produit toujours des voitures et à côté, donc vous avez cette espèce de musée qui est en fait un parc d'attractions complètement dédié à l'univers Volkswagen, mais le groupe Volkswagen. Donc vous avez vu, on parle aussi de Skoda, des autres marques qu'ils possèdent. Un autre petit exemple, vous avez peut-être déjà été à Dublin. Peut-être avez-vous fait un petit crochet par la Guinness Storehouse, donc qui se situe... en fait, quand on est dans la Guinness Storehouse, on a une vue imprenable sur Dublin. Donc, rien que pour ça, ça vaut vraiment la peine. C'est constitué par un grand building et tout en haut, vous avez une vue à 360 degrés sur Dublin. C'est magnifique. Et il y a un petit restaurant qui n'est pas négligeable. Alors, forcément, à Dublin, qu'est-ce qu'on va apprendre? On va apprendre l'origine de la Guinness. Alors peut-être qu'au début de la visite, on n'est pas amateur de Guinness, mais à la fin, je peux vous assurer que vous ne dites pas non à la dégustation, hein, ça c'est sûr. Donc, on apprend quoi? Par exemple, l'origine du goût spécifique caramélisé. J'adore la Guinness, bien sûr. Donc, et là, sur le côté, on le voit très peu, mais en gros, on vous explique que cette bière, elle est née d'un incendie. Elle est née par accident dans un stock d'orge qui a brûlé. Et puis finalement, on s'est dit, on va quand même le récupérer, on va pas le laisser tomber. Et c'est comme ça que la bière est née. Et donc, là, sur le côté, on a l'opportunité de goûter l'orge qui n'a pas été brûlée, et puis à différents stades de torréfaction. C'est vraiment très, très intéressant pour s'immerger dans l'univers de la marque. Vous avez aussi de la technologie, des tablettes, on peut en savoir plus. Mais alors, ce qui vaut vraiment la peine, ce sont les actes. Que fait-on chez Guinness? Eh bien, on peut apprendre à servir une Guinness comme si on était dans un pub. Et ça vaut de l'or, vraiment. On peut aussi apposer sa photo sur la mousse, la fameuse mousse de la Guinness. Et voyez tous ces petits actes qu'on va poser, toutes ces petites actions, qu'est-ce qu'elles vont faire? Encore une fois, ça va contribuer à enrichir votre expérience avec la marque, à enrichir l'amour qu'on peut avoir pour cette marque vraiment en sortant de ce musée. Ça va enrichir aussi vos réseaux sociaux parce que, encore une fois, quand on a des mousses qui portent votre tête, forcément, vous avez tendance à le poster parce que c'est assez sympathique. Et puis enfin, quand on a fini la visite, on passe par le magasin dédié à la Guinness et on finit avec quoi? Un t-shirt et on sert d'homme sandwich dans toute la ville de Dublin, gratuitement en tout cas pour Guinness. Donc voilà, vous voyez, la Guinness Storehouse, c'est bien une belle illustration de cette immersion au cœur de la marque pour nous la rendre très sympathique. Au final, c'est un peu encore de la Disneylandisation. Voilà. Alors, une autre expérience sont les fêtes de marque. Donc les fêtes de marque sont quoi? Sont des événements organisés au nom de la marque pour encore et toujours s'immerger et pour avoir ce côté très ludique. Donc on parle d'hédonisme, on va avoir beaucoup de plaisir et ça renforce toujours notre engagement avec la marque. Donc ici, j'ai pris l'exemple de Harley-Davidson qui organise énormément d'événements à travers le monde. Donc là, c'est un exemple de festival aux États-Unis qui a lieu en juillet. Il est toujours temps de prendre ses billets. Par contre, désolé, ça c'est un événement qui était organisé à Saint-Tropez il y a 2 semaines.
Là, c'est terminé. Mais voyez, le principe, on vient avec sa moto et donc on s'affiche comme faisant partie d'une communauté. Ça permet vraiment de renforcer les liens. Il y a énormément de mise en scène. On appelle ça de la théâtralisation. On met vraiment en scène la marque à travers, que ce soit un magasin, des événements, à travers une sorte de petit parc d'attractions, comme on a pu le voir. Donc, le but, c'est vraiment de solliciter tous nos sens pour construire cette expérience, stimuler aussi notre imaginaire et nous rapprocher donc de la marque. Après, en vivant ces expériences, ça fait toujours énormément d'histoires à raconter et petit à petit, notre récit, notre lien avec la marque, il se construit. Donc, l'objectif de ces expériences, c'est vraiment de nous immerger au cœur de la marque. Et c'est aussi une adaptation aux nouvelles attentes des consommateurs. On va revenir un petit peu sur le contexte de 2025, voire précédemment. Donc, on est dans un contexte qui est relativement compliqué pour faire du business, avec les tensions géopolitiques, les menaces sur l'économie. On a aussi... Bonjour. On a aussi ces pressions d'urgence climatique, la justice sociale. Donc, on est quand même dans un climat pesant où les crises se succèdent. Les technologies s'enchaînent à un rythme vraiment effréné ces dernières années. Et notre consommateur, eh bien, lui, face à tout ça, l'impact environnemental, l'impact géopolitique, il a des nouvelles habitudes qui vont aussi émerger et des nouveaux besoins. Alors, si on balaye rapidement les changements technologiques qui se sont déroulés dans les 30 dernières années, on peut se dire que finalement, Internet, ça a accès, en tout cas Internet, au grand public, bien sûr, parce que sinon Internet remonte. C'est à partir des années 90, plus précisément à partir de 94, qu'on voit arriver Internet pour le grand public. Donc finalement, ce n'est pas si vieux. Depuis lors, on a vu émerger les réseaux sociaux, donc Facebook 2004, les plus récents comme TikTok vers 2016. De nouveaux acteurs digitaux ont émergé, notamment Amazon qui en matière de technologie et de technologie d'e-commerce a tout révolutionné. C'est lui qui fait les règles du jeu. Les smartphones, alors vous vous souvenez, moi je pense que j'ai mis la réponse, mais en quelle année est né l'iPhone ? C'est indiqué. C'est peut-être écrit tout petit. Alors c'était en 2007. Alors en 2007, quand l'iPhone est arrivé, ça a été la folie. Donc quand Steve Jobs a annoncé la création de cet outil, c'était merveilleux. Alors si jamais vous avez l'occasion, je vous invite à aller voir ça sur YouTube. Parce que Steve Jobs faisait des keynotes et donc présentait chaque nouveauté. Et quand il présente l'iPhone, c'est vraiment une ambiance de folie. Les gens deviennent fous. Pourquoi ? Parce qu'il est en train de dire, voilà, on a créé un téléphone, oui, mais ce n'est pas seulement un téléphone. En plus, il permet d'écouter de la musique. En plus, il permet de naviguer sur Internet. En plus, il permet d'avoir d'autres applications. Et donc, à ce moment-là, ça devient la folie. Effectivement, il faut bien avouer que l'avènement des smartphones, ça a permis d'avoir Internet tout le temps, partout, et ça a permis de développer l'e-commerce aussi, comme on le connaît aujourd'hui. Le monde s'est vraiment accéléré à partir du moment où on avait accès à tout directement dans notre poche. Alors, Internet, ça a permis donc l'avènement des réseaux sociaux, ça a permis de nouveaux acteurs économiques d'émerger, ça a permis aussi une ubérisation, qui n'est pas géniale, mais de l'économie, donc avec des nouvelles façons de faire du business. Le fait de naviguer sur le net engendre une prolifération de données qui peuvent être récupérées, utilisées pour mieux nous connaître,
bien évidemment. Et ensuite, on a l'enchaînement avec tout ce qui est chatbot, notamment, on en a parlé, des robots. On a aussi le Web3 qui a été en vogue post-Covid, mais qui est un peu retombé, donc tout ce qui est crypto-monnaie, notamment. Et bien évidemment, l'avènement de l'intelligence artificielle. Alors, si vous vous demandez ce que j'ai voulu mettre ici, c'était juste un petit clin d'œil. Donc, vous connaissez l'Internet des objets. L'Internet des objets, c'est incorporer Internet dans un objet du quotidien où on ne l'aurait pas imaginé auparavant, nécessairement. Par exemple, la tasse qui vous permet de ne pas vous brûler parce qu'elle vous envoie un petit message sur une application si c'est trop chaud pour le boire. Ouais, c'est révolutionnaire, hein. La gourde, bon là j'avoue j'ai cédé, j'en ai une. Ça ne sert strictement à rien, je l'ai utilisée 3 fois. Mais que fait la gourde? Eh bien, elle est connectée à une application et elle nous dit quand on doit boire. Mais c'est pour surveiller la consommation d'eau parce qu'il est important de bien s'hydrater, surtout après avoir bu les Guinness. Donc, beaucoup d'hydratation. Vous avez ensuite le bouchon décanteur qui vous dit en fait, ça peut toujours être utile aussi, quand le vin est parfait. Voilà. Enfin, autant de petits gadgets que vous pouvez retrouver sur Amazon sans faire de publicité, bien évidemment. Bon, le frigo, ça devient quand même plus connu, hein. Donc voilà, c'est déjà has-been, le frigo. Donc vous voyez, toutes ces petites choses ont enrichi ou pas notre quotidien. En tout cas, elles ont amené dans notre maison énormément d'objets dont on n'a pas toujours besoin et qui font le bonheur des home organizers, justement. Alors le consommateur, lui aussi, il a changé. Donc notre consommateur, face à toute cette concurrence, il a énormément de choix. Donc il peut facilement partir d'un produit à un autre, d'une marque à une autre. Et en plus, il a beaucoup moins de patience. Donc il est en attente de réactivité. Et ça, c'est très ennuyeux. Et c'est à cause de qui tout ça? Que notre consommateur, donc, il n'est pas très patient. Est-ce que vous avez une idée d'entreprise qui tue tous les petits e-commerçants parce qu'elle dicte les règles et que ça devient, c'est très très compliqué? Ben oui, Amazon. Hein. Alors, Amazon, effectivement, dicte les règles en matière de timing, de livraison, en matière de paiement de frais de livraison aussi. Et donc, que doivent faire les autres entreprises qui ont quand même envie de se faire une petite place? Elles doivent se justifier. Bah oui, désolé, nous, on vous fait payer des frais de livraison. Nous, nos délais de livraison, ils ne sont pas aussi rapides, mais on va vous expliquer pourquoi. Et donc, les entreprises, elles doivent s'adapter si elles veulent survivre et pouvoir résister à des modèles qui sont comme ça, bien implantés. Donc là, moi, je vais vous donner pas mal d'exemples de petites entreprises comme Rosemoon. Ils proposent des faire-part, mariage, bébé, si jamais, voilà, vous avez besoin. Ils nous expliquent pourquoi ça prend du temps. Parce que c'est du travail artisanal et puis il y a des gens qui sont là derrière, qu'il faut respecter. On ne va pas les faire travailler non plus à toute heure du jour et de la nuit. Un autre exemple d'une entreprise qui s'appelle Moule.fr, qui vend des culottes prémenstruelles. Et eux nous expliquent pourquoi on paie des frais de livraison. Parce que les frais de livraison, ils ne peuvent pas les absorber nécessairement, directement. Ils vont devoir effectivement les faire payer parce que il y a une équipe qui est dédiée à la commande. Il y a des gens qui travaillent parce que les frais postaux, ça coûte. Donc, en tant que petit e-commerçant, moi, j'ai une entreprise e-commerce pendant des années, je peux vous dire qu'effectivement, c'est très cher d'envoyer des colis. Mais les clients, de l'autre côté, ils attendent quoi? Que ça aille vite et que ce soit gratuit. Et là, c'est vraiment très, très compliqué de survivre. Le client, il fait quoi? Il compare, il recherche toujours, il veut toujours faire la bonne affaire et donc il va aller sur plein de sites. Mais le client, il va aussi chercher si le produit qu'on veut lui vendre, c'est un produit de bonne qualité. Donc, il va utiliser des applications. Par exemple, pour les produits cosmétiques, on utilise beaucoup Yuka pour voir si la composition est bonne ou pas. Donc, il y a des tendances comme ça qui se développent. Les comparateurs, voilà, c'est pas nouveau.
Tout le monde a déjà utilisé des comparateurs pour partir en vacances, notamment. En termes de tendance, on a aussi le fait que les gens, maintenant, utilisent aussi beaucoup les magasins comme des cabines d'essayage avant d'aller acheter sur le net. Donc là, ça pose effectivement un gros problème. Mais bon, ils vont aller acheter sur le net pour essayer quoi ? D'avoir les meilleurs prix, moins chers, voilà. Mais il y a aussi la tendance inverse, où on repère sur le net, mais on va aller acheter en boutique parce que on peut l'avoir tout de suite. Ça, c'est notamment vrai pour les jouets. Donc, quand on s'approche, par exemple, de Noël, il y a encore beaucoup de gens qui vont dans les magasins parce qu'ils s'y prennent à la dernière minute. Et donc, c'est vrai que les magasins, pour ça, c'est hyper pratique. Ensuite, le consommateur, il peut prendre la parole partout, tout le temps. Donc, avant, on était dans une communication qui était vraiment unidirectionnelle. La marque, elle parlait au consommateur, mais on n'avait pas l'opportunité de lui répondre. On n'avait pas l'opportunité d'échanger. Si on n'était pas content, on passait un petit coup de téléphone ou on envoyait un courrier. Personne ne le savait, en gros. Tandis que maintenant, quand on n'est pas content, tout le monde le sait. On laisse des avis, des critiques, et il faut que les marques prennent ça en compte. Ce sont aussi des éléments qui permettent d'améliorer la qualité. C'est une opportunité, mais bon, ça peut être une menace si les personnes ne répondent pas. Par exemple, dans le domaine de l'ORECA, il s'avère souvent que les personnes, vous savez bien, laissent des avis, des critiques, mais les restaurateurs, quand ils ont une petite équipe, ils n'ont pas toujours le temps de répondre. Et laisser des commentaires sans réponse, ça peut porter préjudice, même si ces commentaires sont tout à fait injustifiés. Mais c'est vrai que on ne sait pas toujours bien y répondre, mais il faut être bien attentif à son e-réputation. Ensuite, une autre tendance qui s'est beaucoup développée, c'est le storytelling. On raconte des histoires autour de la marque parce que le consommateur, il veut toujours pouvoir vivre des émotions avec la marque. Il veut pouvoir s'identifier ou en tout cas sentir qu'il fait partie d'une famille. Ici, je vous mets l'exemple d'un produit qui fonctionne bien, qui s'appelle Omad. C'est un produit qui permet d'éclaircir les cheveux. Et en fait, c'est né de... Vous voyez, la grand-mère, c'est elle qui a inventé la recette il y a une 50aine d'années. Et maintenant, c'est sa petite fille qui commercialise la recette. Et donc, c'est un spray éclaircissant inventé par mamie. Et donc, elle est toujours mise au centre de la communication. C'est vraiment la grand-mère qui, comme le dit la fondatrice, c'est l'égérie de la marque. Donc, on raconte toujours cette histoire de tout ce que mamie a pu faire pour sa petite fille. Et donc, toute l'histoire tourne autour d'elle. Les gens cherchent aussi beaucoup de transparence. Et donc, c'est important de leur communiquer des informations sur les backstage, donc sur les coulisses de la marque. Qu'est-ce qui se passe ? Qui sont nos fournisseurs ? Qui sont nos prestataires ? Ici, vous avez l'exemple d'une marque de chaussures qui s'appelle Jules & Jen. C'est une marque éco-responsable. Et eux, ils sont déjà dans un mouvement qui s'appelle le mouvement No Soldes, par exemple, comme beaucoup d'entreprises éco-responsables. Et ils communiquent énormément sur leurs prestataires. Donc, qui fait ma chaussure ? Voilà, j'ai ici l'exemple, ça a été fait en France, mais vous pouvez avoir les mêmes exemples avec l'Espagne ou le Portugal où sont faites leurs chaussures. Donc, on en sait plus à chaque fois sur la marque. Ça permet aussi de lui donner de la crédibilité. Elle est transparente vis-à-vis donc des clients. Une autre tendance, c'est aussi, c'est pas une tendance, ça existe énormément et ça existe parce que les consommateurs le souhaitent, c'est la co-création. Donc dans ce cas-là, dans la co-création, on a les consommateurs qui vont participer activement à la création de produits, qui vont donner leur avis. Ça peut même être leur avis sur la communication. Par exemple, comme dans le cas de l'entreprise Opt. C'est une entreprise belge qui a été fondée à La Louvière. Et donc, Opt propose des vêtements pour hommes, pour femmes, qui sont produits à La Louvière. Donc, ils ont voulu relocaliser la production. Donc là, je vous donne l'exemple. Ils font des suites, en fait, des vêtements assez basiques, minimalistes dans un premier temps. Mais ils vont étoffer leur gamme. Ils fonctionnent sur précommande. Et ils demandent, en fait, l'avis des clients. Tiens, sur quoi on doit travailler ?
Qu'avez-vous envie? Vous voulez un t-shirt blanc, un t-shirt noir, un polo? Ici, par exemple, ils veulent créer un jeans belge. C'est une super idée. Il y a le jeans français, voilà, maintenant, on va créer le jeans belge. Si ça vous intéresse, vous pouvez donner votre avis sur le site d'Opt. Et alors, à ce moment-là, eh bien, ils vont prendre en compte les caractéristiques des produits qui intéressent donc chaque personne. Ils vont bien sûr en faire une petite moyenne, on va dire. Et puis ensuite, ils vont proposer leur modèle. Et ils proposent toujours en précommande pour éviter le surplus de production. Comme on l'a dit, notre consommateur, il est aussi très difficile à capter, à fidéliser. Et donc, ajouter des éléments comme de la personnalisation, des éditions limitées, mais ça va accrocher le consommateur qui va se sentir très unique, qui va se dire « Ah, moi j'ai eu des vêtements de cette collection et elle n'existe plus maintenant, donc c'est super. » Donc vous avez l'exemple ici de Cézanne. Alors Cézanne, c'est une marque française qui propose, ici c'est le cas d'un vêtement de la collection habituelle, mais où vous pouvez, si vous voulez, mettre votre prénom, vous pouvez mettre des petits cœurs, tout ce que vous voulez, en tout cas sur ce petit vêtement. Et sinon, il fonctionne en général par des lancements de petites collections capsules. Et puis, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et ça s'échange à prix d'or après sur Vinted. C'est une recette gagnante, en tout cas. Alors ensuite, les évolutions du consommateur actuel nous disent qu'il recherche une consommation visiblement, plus responsable. Est-ce que vous y croyez? Dans les faits, oui. Effectivement, tout le monde a le désir de préserver la planète. C'est une évidence. Tout le monde aspire à mieux consommer, mais tout le monde n'est pas encore prêt à mettre le prix. Parce que forcément, des produits éco-responsables coûtent un peu plus cher. Donc, il y a des publics pour qui ça va très bien aller, mais vous avez des publics, par exemple, des publics plus jeunes qui préfèrent changer rapidement au gré de la mode, et là, ça fonctionne un petit peu moins bien. Donc, il y a une sorte de paradoxe. Tout le monde veut consommer de manière éco-responsable, et ce n'est pas pour ça qu'on va nécessairement le faire. Regardez ici les résultats de Google Shopping. On voit ce qui est le plus recherché, ce qui a été le plus recherché donc durant l'année 2024. Est-ce qu'on voit des marques éco-responsables? Non. Donc, bien sûr, on retrouve les habituels. Il y a Zalando, bien sûr, où on trouve un peu de tout, dont de l'éco-responsable quand même. Mais vous voyez que Shein est quand même en bonne position, là, numéro 15. Sinon, effectivement, Amazon, Action, etc. Je ne condamne personne qui va chez Action, bien évidemment. Alors, au rang des évolutions aussi, c'est la prise en compte, finalement, des évolutions de génération. Parce que les générations ici, c'est génération Y et Z. On pourrait dire les Y comme moi commencent à se faire vieux. Mais donc, de 1980 à 1925, on est dans la génération Y, et au-delà, on est dans la génération Z. Eh bien, ces générations, on devrait peut-être splitter parce qu'elles ne sont pas tout à fait pareilles non plus, mais sont quand même plus orientées technologiquement, donc attendent des expériences aussi qui soient un peu plus technologiques. Ils attendent aussi, et surtout la génération Z, une vraie personnalisation. Ils attendent qu'on s'occupe vraiment, que les marques s'occupent d'eux, les chouchoutent, encore plus que les générations précédentes. Et ils sont assez axés sur l'expérience plutôt que la possession. Et d'ailleurs, il y a énormément d'entreprises qui développent le prêt, qui développent le fait de je n'ai pas de voiture, mais j'en loue une. Et il y a ça pour des vêtements, on peut trouver ça pour des robes de soirée, pour des sacs de luxe. Plutôt que de m'acheter un sac, qui coûterait très très cher, eh bien, je vais plutôt l'emprunter. Et ça, c'est une différence générationnelle, le fait justement d'aller plus vers de la location que de l'appropriation. Alors, va-t-on enfin parler d'intelligence artificielle? Oh là là. Mais oui, bien sûr. Alors, l'intelligence artificielle dans tout ça, mais vous l'avez compris,
on est face à un monde qui change, face à un consommateur qui est très différent de ce qu'il a pu être précédemment, qui bouge au gré des évolutions technologiques. Et l'intelligence artificielle, ça peut effectivement être un levier de différenciation dans ce monde concurrentiel. Alors, les entreprises, elles adoptent 2 postures par rapport à ça. Vous avez des entreprises qui sont vraiment très, très actives dans l'exploration de différents cas d'utilisation. Et puis, vous avez les prudents, ceux qui attendent, qui regardent de loin et qui se disent « bon, on va vers les technologies qu'on connaît déjà un peu et on laisse les autres y aller ». Pourquoi aussi ces différences d'attitude? C'est le coût. Investir dans l'intelligence artificielle, ça coûte énormément. Donc, c'est pour ça que seuls si on veut vraiment aller très loin dans l'intelligence artificielle, seuls les grands groupes peuvent s'y lancer pour le moment. Donc, l'intelligence artificielle, finalement, elle est utilisée depuis très, très longtemps. Amazon utilise l'intelligence artificielle depuis des années pour la logistique, notamment. Donc, tout ce qui est gestion des stocks, pour prévoir les volumes de vente, notamment. Donc, Amazon, c'est une société qui est un exemple aussi dans ces domaines-là. Donc là, je vous ai pointé quelques test and learn qu'ils font. Donc, Amazon teste énormément. Ils ont des entrepôts en Italie, notamment un Innovation Lab, où ils testent énormément de solutions qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas. Donc, vous avez par exemple le robot livreur là-bas, qu'on voit tout en bas à gauche. Ça, ils l'ont arrêté. C'est un petit robot qui se baladait dans la rue. À l'intérieur, il y a un colis ou des colis, mais ils ont dû l'interrompre. Les drones de livraison chez Amazon, c'est annoncé depuis 2013. Et finalement, on ne les voit toujours pas arriver. Par contre, j'ai vu que la Poste en France avait lancé des drones de livraison comme ça dans des régions reculées où les camions mettraient vraiment trop de temps pour arriver. Donc voilà, dans certaines régions, ça peut justifier. Mais en tout cas, Amazon, le projet, il est en stand-by, en tout cas pour le moment. Par contre, ce qu'ils testent, ce sont, vous voyez, un entrepôt en fait complètement robotisé où vous avez des humains juste là au cas où il y a un problème. Par exemple, si ce robot-là fait tomber un colis par terre, ce n'est pas un robot qui va le ramasser, mais c'est un être humain. Donc, eh oui. Mais ils ont même jusque des robots de maintenance, des robots pour entretenir leurs robots. Là, tout en haut, vous avez les robots qui transportent les armoires avec les produits. Donc, chez Amazon, dans cet Innovation Lab, ils ont mis tous les produits dans des caissettes comme cela. Et puis ensuite, en fonction des produits dont l'opérateur a besoin pour remplir les colis, eh bien, c'est l'armoire qui va venir à lui. Et c'est plus lui qui doit arpenter tout l'entrepôt pour retrouver les produits. Ça permet quoi? Forcément, ça va permettre d'économiser quand même beaucoup sur la main-d'œuvre, effectivement. Mais ce n'est pas pour ça que ça fonctionne toujours très bien. Hein. Alors moi, je vais vous donner un exemple d'utilisation d'IA qui ne supprime pas nécessairement la main-d'œuvre. Donc, c'est l'exemple d'une entreprise française qui a lancé un produit qui s'appelle GoldenEye et qui permet de détecter des défauts de fabrication, des défauts dans des textiles. Donc voilà, on peut utiliser aussi l'IA pour économiser des bouts de tissu, effectivement. Donc, on voit vraiment dans la petite vidéo, vous avez donc des mètres et des mètres de tissu et la machine peut voir très précisément où il y a un défaut. Et donc, ça permet directement d'agir pour ne pas jeter non plus le produit fini. Ensuite, donc l'IA, on peut l'utiliser pour tout ce qui est gestion des stocks, prévision des ventes, mais on peut aussi l'utiliser au service de la créativité. D'ailleurs, c'est ce que les étudiants font beaucoup aussi dans leur mémoire. Ils sont très créatifs avec l'IA. Je plaisante. Hein. Alors, donc la créativité, c'est-à-dire, effectivement, l'IA permet de générer des idées.
c'est vrai. On peut faire du brainstorming avec une intelligence artificielle, c'est vraiment chouette. On peut aussi faire du prototypage assez rapide pour essayer d'accélérer les développements de produits. Donc là, j'ai l'exemple de Dior qui a mis l'intelligence artificielle au service de la parfumerie. Donc, elle va suggérer quoi ? En se basant sur des énormes données, elle va regarder quelles sont les tendances dans les forums, sur les réseaux sociaux, quelles sont les tendances en termes de parfum, en termes d'odeur, et elle va pouvoir concevoir le parfum idéal en fonction des avis récoltés, mais des millions, des milliards d'avis. Un autre exemple chez Guerlain, c'est la création d'un parfum avec l'intelligence artificielle. Mais en fait, c'est le packaging qui a été conçu avec l'intelligence artificielle. D'ailleurs, l'intelligence artificielle est créditée comme créatrice. Si vous voyez, c'est le parfum Muguet par Yann Philippe et l'intelligence artificielle. Pour un prix démocratique de 790 €, bien évidemment. Alors, mais ce qui est intéressant, c'est quoi ? C'est un coup de com', on est d'accord, hein ? C'est un coup de communication. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? On nous explique sur le site de Guerlain que l'intelligence artificielle, elle peut se mettre aussi au service de l'artisanat d'art. Et donc, on nous montre comment, en fait, ça s'est passé. Donc, quand on travaille avec l'intelligence artificielle au service de la créativité ou quand on produit des contenus, il s'agit en fait d'aller-retour constant avec la machine pour pouvoir lui donner des directives. On ne va pas lui demander, elle ne peut pas nous produire directement un produit qui nous convienne. Et donc, ici, le créateur, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a alimenté l'IA en images, tout ce qui lui plaisait, l'intéressait, les directions dans lesquelles il avait envie d'aller. Donc, il a nourri l'intelligence artificielle et puis, à coup d'échange, oui, moi, j'aime pas ça, j'aime pas le bleu, j'aime pas le vert, tu dois modifier telle ou telle chose. Eh bien, ils sont arrivés à affiner vraiment le modèle. Et puis, je trouve que le résultat n'est quand même pas mal, non ? C'est original, en tout cas. Bon, ça ne vaut peut-être pas 790 €, mais voilà. Alors, forcément, ça pose des questions aussi. Tiens, est-ce qu'on va finalement tout déléguer, même la créativité ? Si on achète un produit de luxe, on pense que c'est fait de manière artisanale et puis finalement, c'est une intelligence artificielle qui va s'en occuper. Bon, bien évidemment, notamment les maisons de luxe savent très bien qu'ils peuvent utiliser ça qu'avec parcimonie parce que ce qui fait leur ADN, c'est aussi la créativité. Et donc, il ne faut pas la laisser aux mains d'une intelligence artificielle. Mais ici, dans ce cadre-ci, c'était plutôt pour on est les premiers qui avons fait un parfum, un packaging avec l'intelligence artificielle. Donc, ça permet quoi ? De mettre en avant la marque, ça permet de faire parler d'elle. Effectivement, c'est vraiment un coup de communication. L'IA, on peut l'utiliser aussi au service de la relation avec le client. Donc, ça va nous permettre de quoi ? De mieux comprendre le client, de mieux pouvoir l'identifier, de mieux le connaître. À une époque, on disait que Facebook nous connaissait mieux que nos parents. Et maintenant, on peut dire que pour l'IA, c'est encore pire, en tout cas. Parce qu'on laisse tellement de traces sur le web que forcément, chacune de ces traces étant analysée, on va pouvoir avoir une vision de nous qui est presque parfaite. Donc, ça permet de créer une vision des clients vraiment à 360 degrés. Ça permet de personnaliser les offres, ça permet d'adapter aussi les produits, ça permet d'adapter les recommandations. Donc, on parle d'algorithmes de vin, mais c'est vraiment ça. Mais c'est là-dessus que joue Amazon aussi depuis des années quand ils vous recommandent des produits. Donc, il permet de savoir finalement, cet algorithme, ce que vous allez aimer avant que vous ne l'aimiez, tout simplement. Ça permet de vous proposer donc les produits, les ventes croisées, comme on appelle ça, le cross-selling intelligent. On peut aussi utiliser l'IA pour détecter des contrefaçons. Ça peut être pratique quand on fait des achats de seconde main, par exemple, et voir si effectivement le produit que j'ai acheté est authentique ou pas. Et enfin, le contact avec le client, il est réinventé aussi par l'IA. Alors, je vous donne l'exemple ici de Carrefour, qui a lancé Hopla,
qui est un chatbot qui fonctionne avec ChatGPT. C'est en test. Et grâce à cette technologie, ChatGPT, eh bien, Hopla va nous aider à trouver des recettes et à faire des listes de courses. Parce qu'il n'y a rien de plus ennuyeux que de se casser la tête pour ce que l'on va manger le soir. En tout cas, pour moi. Et donc, Hopla, dans ce cadre-là, c'est vrai que ChatGPT, on peut déjà beaucoup l'utiliser pour ça aussi, pour nous aider pour tout ça. Mais ici, Carrefour le fait, est directement connecté à son site. Et donc, vous pouvez remplir votre panier de courses en discutant avec l'intelligence artificielle. Il vous fait tout votre planning en fonction des personnes qui vivent sous votre foyer. Voilà. Quand on est assez pressé, c'est vrai qu'on ne rechigne pas à gagner en tout cas quelques minutes pour cela. Chez Gucci, voilà, vous avez aussi des chatbots plus classiques, mais par contre, il faut se méfier parce que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, souvent, il y a des humains en fait derrière. Souvent, il y a encore des humains. Pourquoi ? Parce que quand vous parlez à une intelligence artificielle qui ne fonctionne pas avec l'IA générative et ChatGPT comme on l'a vu, souvent, c'est basé sur des scénarios prédéterminés ou sur les questions standards que les clients vont poser. Et donc, au bout d'un moment, ça peut bloquer. Ces scénarios ont des limites. Tandis qu'en intégrant ChatGPT, donc tout ce qui est IA générative, là, le dialogue, il est continu. On a beaucoup plus d'échanges et d'interactivité. Donc là, ça devient intéressant. Mais effectivement, là derrière, il y a sûrement des êtres humains chez Gucci. Donc voilà, ce n'est pas encore toujours au point. Alors, exemple d'autres technologies pour enchanter notre client. Ça, c'est un exemple dans l'hôtellerie. Vous avez ici MSC Croisière qui a implémenté un assistant vocal dans certains de ses bateaux. Donc, l'assistant vocal, en gros, il va éviter que le client n'aille à la réception, poser tout un tas de questions. C'est un assistant vocal qui fonctionne en 7 langues et donc forcément sur des bateaux de croisière, on retrouve toutes les nationalités. C'est très pratique. Je vous présente notre nouveau membre d'équipage. Voici Zoé. C'est le premier assistant personnel virtuel de croisière qui parle votre langue. Dites juste « Ok Zoé ». Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Je sais ce dont j'aurais envie. Ok Zoé, j'ai envie d'un massage. Le spa est ouvert de 9h à 21h. Ok Zoé, j'aimerais bien aller faire une excursion. Les détails de nos excursions sont... Ah, ok Zoé, on veut faire une photo de nous deux. Pour un rendez-vous avec un photographe professionnel. Ok Zoé, je veux faire du shopping. Découvrez toutes nos boutiques avec toutes les dernières tendances. Ok Zoé, dis-moi où est la salle de jeux vidéo. Zoé est disponible dans toutes les cabines pour que vous puissiez vous détendre et profiter pleinement de votre croisière. Ok Zoé, si on veut un dîner à deux. Je vous conseille d'essayer un de nos restaurants de spécialité ou bien vous pouvez Dites simplement « Ok Zoé » et elle sera à votre écoute. Voilà, ça fait rêver quand tout va bien. Un autre petit exemple qui n'a pas du tout fonctionné, c'est l'exemple d'un hôtel au Japon qui avait engagé des robots dinosaures pour tous les services de l'hôtel, du check-in, au restaurant, au service au restaurant. Et après que les dinosaures aient séquestré pas mal de clients, on a dû finalement les remplacer par des vraies personnes. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, on voit que tout ce qui est robot de service, ça se développe aussi pas mal dans l'hôtellerie, un peu comme chez Amazon, pour s'occuper de vos bagages, par exemple. Alors, juste, j'ai bientôt terminé, mais... Parce que sinon, M. Pagano va me dire, le temps file. Alors, ce qu'on retrouve beaucoup aussi au niveau de l'intelligence artificielle, c'est tout ce qui est les essais, ce qu'on appelle le virtual try-on. Donc là, je vous ai donné de ma personne, vous allez voir, je ne suis pas au mieux de ma forme. Alors, que se passe-t-il ? Eh bien, l'intelligence artificielle, je choisis la couleur d'un fond de teint qui ne me correspond pas du tout, bien sûr, mais pour bien voir la différence. Et d'un côté, donc forcément, c'est moi, et de l'autre, l'intelligence artificielle applique très précisément le fond de teint sur mon visage. Donc ça, c'est grâce à l'intelligence artificielle. On peut analyser son grain de peau, on peut tout faire chez Sephora. Regardez ça, c'est moi avant, pas bien réveillé. Après...
C'est mieux, hein? On peut faire la même chose pour les colorations. Faites ça avec les petits-enfants, c'est rigolo. Regardez, moi je me suis amusée. Mon fils m'a dit que ça m'allait pas du tout, mais c'est pas grave. On peut s'amuser à se mettre, voilà, toutes les couleurs qu'on souhaite. Vous voyez, c'est vraiment bien fait. C'est pas vraiment assez précis en tout cas. Bon, il y a la même chose pour les chaussures chez Nike si vous voulez essayer. Voilà. La réalité augmentée aussi. Pour les lunettes. Ah oui, on fait ça aussi pour les lunettes. Oui, c'est vrai ça. Pour les lunettes, c'est bien pratique aussi. Alors, il y a encore plein d'autres exemples, mais si vous voulez voir les champions, vous avez notamment l'hôtel Marriott. L'hôtel Marriott, c'est un champion aussi pour les utilisations de technologie. Donc là, vous avez des gens qui sont dans des cabines et en fait qui simulent un voyage à Hawaï. Donc ils s'imaginent au Marriott à Hawaï et comme ça ça les motive, à mon avis, un fameux coup. Pendant le Covid, le Marriott organisait ses congrès dans le métaverse. Ah bah oui, ils ont trouvé un substitut aux réunions qui ne pouvaient pas avoir lieu chez lui. Ils proposent aussi des lunettes de réalité virtuelle dans certains hôtels. Au cas où vous ennuyez, eh bien voilà, vous pouvez vous évader. Et bien sûr, ils ont équipé aussi leurs hôtels d'assistants vocaux. Pas tous, mais certains en sont équipés. Donc, vous l'aurez compris, en gros, on va vers un magasin qui est plus intelligent, soit en ligne ou hors ligne, avec notamment des reconnaissances faciales à l'entrée pour pouvoir vous accueillir et personnaliser vos interactions. Et ceci, ce n'est pas un film. Donc en Chine, ça existe déjà. Dans le groupe Alibaba, vous pouvez payer juste avec la reconnaissance faciale, notamment. Est-ce que vous vous souvenez du film Minority Report? Un film qui date de 2002 avec Tom Cruise. Je vous mets ça en guise de conclusion. A road diverges in the desert. Lexus. The road you're on, John Anderton, is the one less traveled. Make sure you are on time. Good evening, John. You can move the old-fashioned John Anderton. 21 styles provides gourmet cuisine. John Anderton. You can use a Guinness right about now. Stressed out, John Anderton. Escape from it all, Harrison. Get away, John Anderton. Forget your troubles. What's so, John Anderton? Hello, Mr. Yakamoto. Welcome back to the Gap. How those assorted tank tops work out for you? Mr. Yakamoto. Hey, Miss Balfour, did you come back for another pair of those chamois lace-ups? Et donc là, il arrive dans le magasin Gap et puis on le reconnaît directement. Bien sûr, il a pris les yeux de quelqu'un d'autre, c'est pas lui, Monsieur Yakamoto, objectivement. Et du coup, on l'accueille de façon personnalisée. Ce film, il a 20 ans, ça a semblé à l'époque complètement fou. C'est dans ce même film où on le voit qui déplace plein de choses sur des écrans. Or maintenant, l'écran tactile fait partie de notre quotidien. Et donc petit à petit, ce film, effectivement, était prédicteur d'un tas de technologies. Et quand je le regarde maintenant, on n'est pas très loin en fait de ce qui se fait, de ce qui va se faire en tout cas très très bientôt. Bien sûr, tout ça a des limites. Bien évidemment, l'utilisation des données. Et donc, chaque fois qu'on accepte des cookies, on donne notre consentement pour, bien évidemment, la personnalisation de cette relation, parce que la personnalisation, ça a un coût. Être baigné dans cette expérience, ça a un coût, ça a le coût de nos données. Alors, est-ce que l'IA, finalement, est-ce que c'est quelque chose d'exclusif? Est-ce que c'est un avantage compétitif? Ça va devenir une nécessité, forcément, mais pour ça, ça nécessite énormément de moyens. Et l'IA, il ne faut pas croire que ça va complètement remplacer l'être humain. Ça va amplifier les capacités aussi de l'être humain. On peut se concentrer sur des tâches qui sont à plus forte valeur ajoutée, mais effectivement, au niveau des emplois qui sont à plus faible valeur ajoutée, là oui, on a quand même pas mal d'inquiétudes à se faire. En tout cas, j'espère que ce voyage au cœur de l'expérience vous aura enchanté. Merci beaucoup pour votre participation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère qu'il y a un temps pour les questions.
Ah oui, on va donner. Merci, Madame Vachaudet, pour cette présentation effectivement enrichissante, beaucoup de choses que, en tout cas, personnellement, j'ignorais. Je dois dire que parfois, c'est quand même un petit peu inquiétant, parce que là, sur votre dernière vue, à mon avis, quand même fort intéressante, mais j'imagine qu'on aura l'occasion d'en discuter maintenant et comme d'habitude pendant le drink. Donc, ne soyez pas frustrés si vous ne parvenez pas à placer votre question. Hélas, on sait bien que le temps nous est mesuré, mais le drink sert à ça. Donc, on peut ensuite en reparler. Alors, comme d'habitude, Céline, que je remercie, va promener le micro. Si vous avez des questions, eh bien, allez-y, on vous écoute. Et je pense qu'Aurélie acceptera d'y répondre. Bien sûr. Qui souhaite poser une question, madame? Oui, tu veux bien lui donner le micro? Bonsoir. Je ne suis pas trop connaisseuse de tout ça, mais j'entends dire qu'au niveau médical, l'intelligence artificielle va s'installer. Donc concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Alors, moi, c'est pas mon domaine de prédilection, moi, c'est le marketing, mais effectivement, on utilise déjà beaucoup la réalité mixte, notamment pour la formation des étudiants. Donc ça, c'est quelque chose qui existe effectivement, donc où on peut en fait, parce que vous savez qu'il y a de moins en moins d'accès au corps pour les disséquer, et donc ce type d'outil peut être utilisé en alternative et est déjà utilisé. Donc là, vous manipulez en fait le corps humain. Les kinés peuvent aussi se former grâce à ça, parce que donc vous faites des mouvements. L'étudiant fait un mouvement et puis il voit directement les muscles sur lesquels il agit, les tendons, etc. Et donc, ça aide effectivement à une meilleure compréhension. Donc, en médecine, vous avez une conférence récemment là-dessus, non? Et vous avez eu plus d'infos C'était à Mons. Oui. Ah, oui, ça, je ne sais pas. Oui. Ça pourrait être intéressant. Donc, il y avait une conférence là-dessus à Mons. Oui. Je n'y ai pas assisté, mais je vais regarder pour essayer de vous obtenir la présentation si ça vous intéresse. Certainement, oui, d'accord. OK. Ah, bon, oui, si ça a été enregistré. Si c'est par le biais du MUMONS, systématiquement, vous avez, via le site du MUMONS, accès au replay des conférences. Donc, vous pouvez, ils ont une chaîne YouTube et vous pouvez retrouver les conférences dessus. Voilà, merci. Y a-t-il une ou d'autres questions? N'hésitez pas. Oui, monsieur, tu veux bien apporter le micro? Oh, monsieur. Tout d'abord, merci pour votre présentation. Moi-même, je suis dans le marketing, dans la conception de sites web et je suis référenceur. Je suis par contre surpris de voir à quelle vitesse, pas surpris, la technologie avance très rapidement. Mais ce qui me surprend, c'est l'inertie qui existe au niveau économique, local, wallon, par rapport à l'adoption de ces technologies. Moi-même, quand je suis en clientèle, que j'essaye de les convaincre d'y passer, parce que le besoin est là, je veux dire, rien ne se passe. On parle ici d'intelligence artificielle, il faut mettre en place les modèles de données, il faut mettre en place des CRM, il faut mettre en place des interactions d'expérience client, et tout ça est impossible à mettre en place. Donc, que vous proposez-vous par rapport à ce genre de choses? Je pense qu'il faut beaucoup d'éducation, dans le sens où il faut beaucoup informer sur les possibilités, parce que, comme vous l'avez vu, il y a plusieurs postures d'adoption. Vous avez des grands groupes qui ont les moyens et qui vont foncer, qui peuvent faire des tests et échouer sans problème. Mais puis, effectivement, il y a ici, notamment dans le tissu économique, il y a plus de réticence parce que ça engendre beaucoup de moyens. On n'a pas encore non plus beaucoup de personnes qui sont formées à tout ça. Donc, il va falloir le temps qu'arrive une nouvelle génération de personnes formées à l'intelligence artificielle. Après, il y a aussi des évangélistes de l'IA, au niveau de la région wallonne notamment. Vous avez le MIC, donc Meet, Innovate and Create. Et eux, vous pouvez les contacter aussi pour obtenir des informations là-dessus. Leur rôle, c'est justement d'aller
dans les entreprises et d'essayer d'être sensibilisé un maximum et de convaincre. Je pense que l'IA, ça semble tellement large, tellement vaste, ça semble compliqué, ça fait peur. Et donc, effectivement, il y a des gens qui ont peur d'avancer là-dedans. Mais voilà, il y a des gens qui forment à ça. Et c'est vrai que je vous rejoins, moi je travaille aussi sur tout ce qui est référencement vocal, notamment. Et quand j'ai voulu interroger des patrons d'agences web, par exemple, dès que je parlais, ben voilà, moi je m'intéresse à l'IA, les assistants vocaux. Ah non, nous on fait pas ça, on connaît pas, on veut pas savoir. Voilà. Oui, j'ai aussi beaucoup appris par cette conférence, mais je me pose la question suivante. Croyez-vous que l'humain aura toujours une place avec cette intelligence artificielle ou bien on va nous dépasser et oups, voilà. Alors, normalement, c'est nous dépasser logiquement, non, parce que ce sont des systèmes qui sont développés par des humains et qui les cadenassent, logiquement, de moins en moins, mais logiquement. Après, remplacer, ça, effectivement, ça va remplacer certaines fonctions, bien évidemment. Ça va en créer de nouvelles aussi. Hein, il y a des fonctions qui n'existaient pas il y a 50 ans, qui existent maintenant, dues aux évolutions technologiques. Mais il y a au niveau des formations, il va falloir s'axer sur certains piliers. Je pense que c'est Bill Gates qui disait, par exemple, que tout le monde devrait avoir des compétences en codage, par exemple. Ça fait partie des compétences qui seront utiles dans le futur. Donc oui, il faudra aussi revoir peut-être les programmes scolaires pour apprendre ça peut-être dès le secondaire, le codage. Donc voilà, et il faut être flexible, être agile dans la formation. Donc la formation, elle ne s'arrête jamais. Il faut toujours se renouveler et toujours être prêt à accepter les changements. Ça qui n'est pas nécessairement évident, mais il n'y a pas de routine avec les technologies. Mais je pense que les nouvelles générations, elles sont dans une autre optique aussi, et ils ont déjà plus l'habitude de changer de job régulièrement et donc de se reformer aussi à des nouvelles fonctions régulièrement. Donc, je ne m'inquiète pas trop, en fait. Alors, est-ce qu'il y a encore une question? Il y a un monsieur. Moi, j'ai une petite réflexion. Est-ce qu'on n'a pas tendance aujourd'hui à mettre de l'IA partout, à voir de l'IA partout, alors qu'il n'y a pas de l'IA partout? Ça fait peut-être peur aux gens aussi de dire il y a de l'intelligence artificielle partout, et en réalité, ce n'est pas le cas. Il y a des fonctions qui sont ciblées pour utiliser l'IA, et voilà un peu mon impression. Et qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Je pense que ça dépend quel type d'IA. Hein. Il y a beaucoup, en fait, de types d'IA différents. Il y a beaucoup de possibilités. On a vu de la logistique, de la gestion des stocks, mais il y a des fonctions aussi plus intellectuelles qui utilisent aussi et qui seront amenées à utiliser l'IA beaucoup plus. En gros, pour moi, je suis enseignante, mais j'utilise énormément l'IA. Forcément, ce sont des métiers où ça va être très utile. Quand même, on a vu que dans les formations en médecine, maintenant, il y a quand même un certificat universitaire aussi, me semble-t-il, en intelligence artificielle. Donc, même des métiers où on pensait peut-être que ça n'irait pas jusque-là, ça y vient quand même. Je pense que donc ça va dépendre du type d'application, bien évidemment, mais chacun à son échelon, à mon avis, pourra quand même avoir un petit peu d'IA dans ce qu'il fait. C'est ne fût-ce que lui sous-traiter des courriers, lui sous-traiter des mails. Voilà, ça peut être juste ça. Hein. Alors, une avant-dernière question, madame, et puis on en prend encore une. Moi, c'est aussi une remarque. Je suis linguiste de formation et la traduction d'intelligence par intelligence, ça m'énerve. Central Intelligence Agency, c'est pas la CIA, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Oui. Ce sont des ressources, mais ce n'est pas l'intelligence. C'est peut-être ça qui fait peur aussi. Oui, je pense, oui. Hein?
Et donc, on pourrait essayer en Europe de trouver un autre mot. Enfin bon, voilà, j'ai fait mon petit coup de... Non, vous avez tout va raison, bien. j'ai déjà entendu. Oui, oui. Ça revient effectivement. C'est le. Ben, vous savez, madame, il y a souvent des questions de dénomination qui posent problème. Hein. Je pense qu'Aurélie va confirmer que, évidemment, on a beaucoup discuté avec nos collègues psychologues à l'université pour savoir à partir de quand peut-on parler d'intelligence, voyez-vous? C'est une magnifique question. Ils ne sont pas tous d'accord hein, non plus, mais c'est bien normal, hein, c'est bien normal. Mais donc voilà, oui, c'est probablement une traduction malheureuse, oui, oui. Encore une question. Alors, la dernière est pour monsieur, et puis on va encore en reparler ensemble, Audrey. Merci. Mais je tiens avant tout à remercier notre invité pour la clarté de son sujet. Voilà. Donc, une petite considération, la démocratisation des IA, qui génère des images et des textes, rappelle dans un troublant mélange, j'ai pris quelques notes, donc l'engouement et l'inquiétude et l'inquiétante réalité donc de l'IA, ou plutôt que l'IA est une réalité. Ces technologies appellent à coup sûr des lendemains qui chantent pour les géants du numérique, mais aussi peut-être des lendemains qui déchantent pour des professionnels en voie de déclassement intellectuel face à des dispositifs de plus en plus performants. Question. Est-ce une suite naturelle de la numérisation de nos vies engagées à grande vitesse? Deuxième question, quel sera l'impact sur le cerveau humain le jour où il ne fera plus la différence du vrai et du faux? Merci. Vos questions sont riches. Mais, oui, on avait dit une question. Attention, je peux choisir alors Donc, oui. En utilisant, par exemple, je ne sais pas si vous utilisez souvent l'IA générative, mais quand on utilise beaucoup de ChatGPT, effectivement, on peut se poser la question de « oui, mais est-ce que je réfléchis vraiment encore ?» Parce que quand je veux savoir quelque chose ou... un bête exemple, mais voilà, j'ai 2 paragraphes et je dois les résumer en 140 caractères. Je le délègue à l'intelligence artificielle. Mais ça veut dire quoi sur ma compétence à moi de pouvoir résumer, trouver les mots justes? Et donc, effectivement, à force de déléguer, on s'abrutit légèrement quand même, hein, faut le dire. Oui, non, c'est vrai. Donc là, ça risque effectivement de poser un problème. Mais c'est pour ça qu'il faut continuer à utiliser l'intelligence artificielle de manière réflexive et toujours s'interroger. Et peut-être, moi maintenant, c'est ce que j'ai commencé, enfin, je fais beaucoup, je réfléchis d'abord moi-même et puis ensuite, j'interroge l'outil. Parce que l'outil, il a souvent une vision aussi superficielle, moins approfondie, moins nuancée des sujets que l'être humain. Il y a une part de créativité qu'il n'aura pas. Par exemple, moi, je fais rédiger des textes à mes étudiants et ils peuvent utiliser l'intelligence artificielle. Mais après, je viens et je leur démonte leur texte en leur montrant par A plus B pourquoi ça ne va pas. Et pour les conscientiser, en fait, sur les limites aussi de l'outil. Je pense que c'est important d'en être conscient. Parce qu'au début, ça peut paraître, quand c'est sorti, ça paraissait miraculeux. Waouh, on allait pouvoir générer tous nos textes avec l'intelligence artificielle. Mais non, c'est un leurre au final parce qu'il y a une certaine standardisation des contenus, une uniformité. Ici, il y a un test qui a été fait en Italie où pendant 1 mois, un journal a fait rédiger une dizaine de pages par une intelligence artificielle. Et ils se sont rendus compte de quoi? C'était pour voir justement ce qu'ils pouvaient faire, est-ce qu'ils pouvaient éliminer du personnel ou pas, par exemple. Mais ils se sont rendus compte qu'au final, les articles étaient relativement plats, que ça manquait de peps, ça manquait de piquant, de cette créativité humaine qui nous est chère pour avoir envie de lire des textes. Donc si c'est pour avoir du remplissage mais sans vie, voilà, à partir du moment où là, ils vont intégrer des éléments de créativité, là, on pourra se poser des questions. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Eh bien, je pense qu'il est temps de conclure, mais évidemment, vous aurez l'opportunité de poser d'autres questions à Madame Vachaudet lors d'un drink. Je vous propose de la remercier chaleureusement.
Alors, comme de coutume, hein, on ne repart pas les mains vides d'un petit discours aux invités de l'Humons. Je vais laisser Joseph remercier Aurélie. J'en profite aussi pour remercier tous ceux qui œuvrent à la bonne organisation de cette conférence, donc la dernière de cette année académique, mais pas la dernière de l'année. Donc, en particulier Céline, tous les techniciens qui œuvrent avec nous, toute la cellule de Charleroi, les collègues du Mumons qui nous aident à faire cette captation, puisque maintenant, désormais, vous savez que vous pouvez revoir en replay cette conférence via notre site et le site du Mumons. Donc, si jamais vous voulez rechoper quelques petits exemples pour vos dîners mondains, vous pouvez n'hésitez pas à les revoir. Et je vous invite donc, au nom de l'Humons et de mes collègues, à rejoindre le drink de l'amitié. Et je vous revois après les vacances. Donc, bonnes vacances à tous. Nous, on ne l'est pas encore, mais bonnes vacances d'ores et déjà.